Peut-être tout de suite, rapidement, à Tourcoing, des conseils de quartier combien? 15 conseils de quartier depuis 1989. À quoi ça sert? À débattre, à dialoguer avec les Tourquenois et à pouvoir confronter les enjeux et pouvoir travailler avec les habitants. C'est une volonté municipale. 4 conseils? 15 conseils. 15. À Roubaix? 5 conseils de quartier, à l'échelle des mairies de quartier. Et voilà, l'idée aussi... Depuis, ils ont commencé à siéger en 2004, donc c'est vraiment à la suite de la loi de 2002. À Lille? Lille, 10 quartiers, 10 mairies de quartier, 10 conseils de quartier, 300 conseillers de quartier depuis 1978. Alors, on vous a demandé, à vous, à vos services, Villeneuve-d'Ascq, c'est un petit peu l'exception dans cette rencontre. Alors, première question, premier tableau, le rôle des conseils de quartier. J'ai envie de vous dire, faites un petit commentaire, Lille, vous avez tout ça sous les yeux, contribuez à l'information des habitants, donc on peut supposer que c'est une information qui vient d'en haut avec des guillemets et qui est distribuée aux habitants, rendre des avis sur des projets de délibération du conseil municipal, concernant spécial. Oui, je dirais, c'est vrai qu'il y a ce qui est écrit là, mais il y a, en tout cas, les conseils de quartier à Lille sont tous sauf une chambre d'enregistrement. Si j'avais à résumer, aucune des livres ne passe au conseil municipal sans qu'elle soit validée par le conseil de quartier. Qu'elle touche un grand projet, qu'elle touche une subvention d'une petite asso, l'avis d'un conseil de quartier à Lille, elle est autonome, elle est, je dirais même, je ne dis pas dire indépendante, parce que les conseils de quartier à Lille sont dirigés par des élus, par des adjoints, mais tout ce qui doit passer au conseil municipal doit être validé au préalable par le conseil de quartier. Alors c'est une chambre d'écoute, de relais, mais d'impulsion aussi, parce qu'on a aussi des projets qui arrivent au conseil municipal impulsés par le conseil de quartier. Par exemple? Ça peut être des petits projets, remettre en sens unique ou bien remettre la circulation en double sens dans un boulevard, dans une avenue. Ça peut être la construction d'une maison des associations, ça peut être la construction d'un centre social, ça peut être l'implantation d'une déchetterie. Tout ça, tout ce qui touche à la vie du quartier. J'essaie d'être bref pour laisser la parole aussi à mes collègues. À Tourcoing, Gilles Chiba. Oui, à Tourcoing, c'est à peu près. Les objectifs sont les mêmes que Lille, c'est de favoriser le débat. Est-ce que vous savez bien lire ou non? Qui ne sait pas lire? Levez le bras. Donc c'est peut-être intéressant qu'on ne sait pas tellement. Peut-être quand même faire un petit peu ce que je voulais faire, bien lister. Les membres des conseils de quartier sont les experts du quotidien. Tout projet qui serait réalisé doit être consulté par les membres du conseil de quartier. À partir de là, si vous voulez, on favorise le débat et on a l'expertise des habitants. Ça nous permet vraiment de bien prendre les bonnes décisions au bon niveau. Et tout est vu par les membres du conseil de quartier. Aucune décision est prise sans avoir leur avis. Alors, il y a les conseils de quartier. Ensuite, après, il y a toutes les instances à côté des conseils de quartier, le diagnostic en marchant. Dès qu'il y a un problème sur des circulations, sur des problèmes de voirie, nous allons sur le terrain avec les habitants et les techniciens, et c'est là aussi que le débat se joue. À Roubaix, on rappelle que vous n'êtes pas élue, la seule de cette table ronde. Oui. Donc, en fait, moi, je vais du coup lire la liste pour ceux qui n'arrivent pas à lire là derrière. Simplement pour une indication générale. En fait, le règlement intérieur des 5 conseils de quartier a fait l'objet d'une modification de nombreuses modifications qui vont être soumises au conseil municipal en décembre. Donc, les éléments qui seront inscrits là concernant les conseils de quartier de Roubaix sont ceux qui sont nouvelles, même s'il y avait évidemment des choses qui étaient déjà présentes dans le premier règlement intérieur. Donc, à Roubaix, il s'agit pour les conseils de quartier de faire des propositions sur les questions concernant le quartier, mais également, dans l'autre sens, être consultés sur les projets ayant un impact ou des incidents sur le quartier. Donc, ça va dans les deux sens. Contribuer au diagnostic de territoire, alors c'est beaucoup pour l'instant
Il y a différents projets, évidemment, relatifs au projet de rénovation urbaine, qui a un impact très important sur différents quartiers à Roubaix. Et donc, c'est particulièrement sur ces thématiques-là, aménagement, cadre de vie, que les conseils de quartier sont régulièrement informés et sont appelés à émettre des avis et faire des propositions dans ce cadre. Également, veiller à l'information entre le conseil de quartier et le conseil municipal. Et là, c'est très clairement un point qu'il faut améliorer au vu des 4 premières années de fonctionnement. Là, on commence à entrer dans un processus qui permet de véritablement faire une place au conseil de quartier, par exemple en faisant faire un rapport annuel du conseil de quartier au conseil municipal de façon systématique. Donc, il y a une place très claire au sein du conseil municipal aussi pour des espaces de dialogue avec les conseillers. Il y a également proposer l'information à diffuser, donc il s'agit en effet de tout ce qui est communication d'information sur le quartier. Et on considère que les conseillers de quartier sont vraiment des relais d'information. Ils ne sont pas seulement eux-mêmes participants au conseil, mais ils ont également une responsabilité de relais d'information dans leur voisinage, dans leur réseau, dans leur association s'ils représentent une association. Il s'agit aussi de promouvoir les partenariats entre ce qu'on appelle les forces vives du territoire, donc c'est-à-dire toutes les associations, entreprises, structures qui sont présentes. Et ça, c'est aussi une force du conseil de quartier, c'est de pouvoir les réunir régulièrement, qu'ils se connaissent, qu'ils discutent ensemble et qui éventuellement envisagent de travailler ensemble sur des thématiques. Et enfin, et ça, c'est 2 propositions nouvelles que les conseillers de quartier ont voulu inscrire dans les rôles du conseil, c'est interpeller les institutions et exercer un droit d'alerte. Donc il s'agit véritablement d'un rôle d'interpellation importante que les conseillers de quartier voudraient jouer. J'ai envie de vous demander des impressions très brutes quelque part, des sortes d'émotions. Est-ce que, grosso modo, il y a des sujets qui touchent vraiment l'habitant? On va prendre la caricature de la crotte de chien et du lampadaire éteint, si on veut être un petit peu dans le caricatural, du parc public d'à côté qu'on veut transformer et qu'il ne faut surtout pas toucher parce qu'on sait ce qu'on a, on ne sait pas ce qu'on perd. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres choses qui passent? Moi, je me souviens en tant que journaliste avoir assisté à un conseil municipal, un vrai conseil municipal. On a discuté une demi-heure sur l'assurance pour la danseuse de l'association municipale. Il y en avait pour 50 €, c'était des francs encore à cette époque-là. Et la construction de la salle de sport est passée en 10 secondes, quoi. Est-ce que, quelque part, l'habitant n'est pas sensible à ce qui lui est très proche et quelque part, il n'est pas assez formé pour des dossiers qui sont peut-être beaucoup plus loin dans le temps, dont il imagine mal l'impact, etc., etc. Lire un plan, envisager, etc. Est-ce que vous voyez bien les limites? Enfin, vous aviez employé le mot formé. Le mot à Lille, il y a des séances de formation des conseils de quartier qu'on a mis en route. C'était la première ce matin sur des thématiques choisies par les conseillers de quartier. Et on en a une tous les mois jusqu'à la fin de l'année. Il faut savoir qu'à Lille, les conseillers de quartier sont élus par le conseil municipal. Ce sont des élus au second degré, comme les sénateurs, et ce sont des habitants. Un tiers, enfin, je reviens un peu sur la composition pour répondre. On va y venir tout de suite après. Alors, ce sont en général des habitants qui, le quotidien de leur quartier les touche. Il est évident qu'ils passent. Enfin, j'étais président d'un conseil de quartier avant d'être à la coordination des quartiers aujourd'hui, et je voyais très bien que les conseillers de quartier sont très touchés par le quotidien, par les grands projets. Certes, qu'est-ce que ça peut ramener comme, des fois, des nuisances à un grand projet à côté d'eux, mais le quotidien, que ce soit les crottes de chien, que ce soit les poubelles cramées, que ce soit la circulation, que ce soit les squats dans les cages d'escalier, tout ce qui touche le quotidien les touche énormément. Il est vrai que l'essentiel de nos débats va aussi dans ce sens. Mauvais tourpoint. Nous, pour éviter de polluer le débat sur les problèmes de crottes et tout ça, nous avons mis un service qui s'appelle Vitaville et qu'on peut tout de suite intervenir et immédiatement être très réactif. Ça veut dire que actuellement, avec l'expérience qu'on a maintenant depuis 89, si vous voulez, on est vraiment sur des sujets de fond. On évite, et l'ordre du jour de chaque conseil de quartier est préparé par les membres, c'est-à-dire qu'il y a des membres qui sont désignés et qui préparent l'ordre du jour. Et sur les grands projets, sur les procédures, on l'explique. On est là vraiment sur l'appel d'offres, s'il y a un fructueux, ça peut prendre 6 mois, 9 mois de retard. Tout ça est expliqué et je crois que les gens, et on voit qu'ils sont installés depuis 89, il y a des gens qui ont bien compris les modalités, les procédures des projets et il faut avoir un débat clair avec les gens. Je crois qu'il faut vraiment avoir un débat qui soit terre à terre et non pas essayer d'éviter. Je crois qu'un grand projet
je sais pas, d'une structure, d'un centre social, c'est 1 an, 2 ans de dialogue, vraiment de consultation. On peut pas, voilà, je crois que ça, ils l'ont bien compris. Et le problème du quotidien, on essaie vraiment de l'éviter parce qu'il y a d'autres services, il y a d'autres, d'autres services qui sont là pour répondre. Donc pour l'instant, j'entends le quotidien, c'est essentiel. Attention de ne pas s'y enfermer. La formation, c'est essentiel. On entend aussi qu'il y a quelque part la notion du temps. Le temps du citoyen, le temps peut-être du conseiller de quartier, le temps d'un dossier, c'est demain, 6 mois, 2 ans, 15 ans, 20 ans pour des équipements très structurants. À Roubaix, disons que pour revenir sur en effet le piège de la crotte de chien, donc éviter de rester trop sur des problématiques de proximité, quelque part, la vie associative et la vie participative qui est très forte à Roubaix permet de l'éviter parce qu'il y a d'autres instances. Alors, à l'image de Tourcoing, il y a aussi un service qui s'appelle Vivacité qui permet de très concrètement s'occuper des problèmes de propreté, de cadre de vie très immédiat. Et donc dans les conseils de quartier, grâce à la capacité en fait de mobilisation et les habitudes, alors entre autres, j'en parlerai sans doute plus loin lors de la composition, mais les comités de quartier en fait sont des associations sur Roubaix depuis plus de 30 ans parfois. Et elles ont apporté vraiment une plus-value dans justement l'acculturation à toutes ces problématiques. Et donc c'est vrai qu'au sein des conseils de quartier, on est vraiment à un degré de débat et d'échange qui évite véritablement de s'enfermer dans des problématiques d'hyper-proximité qui ne concernent finalement peut-être pas le voisin d'à côté. Mais donc c'est toujours cette sensation d'éduquer, avec des guillemets, des habitants qui seraient c'est fondamental, la formation. Chambre d'enregistrement, lien entre l'habitant qui est moins concerné ou qui n'a pas le temps, et ou éventuellement lieu de pouvoir ou de contre-pouvoir systématique. Est-ce que vous échappez à cela? Est-ce que ça dépend de la personnalité des gens et des problèmes qui sont cristallisés dans les quartiers, vos expériences? Lieu de pouvoir ou de contre-pouvoir, c'est sûrement un lieu de pouvoir en tout cas. Parce que, je l'avais dit au début, rien ne passe au conseil municipal sans qu'il soit validé par le conseil de quartier. Mais il faut, l'expérience lilloise, quand j'ai dit mairie de quartier, conseil de quartier, j'ai associé le technique et le politique. Mairie de quartier, ça veut dire autour du président du conseil de quartier qui est élu, il y a le responsable de la mairie de quartier, ça veut dire la facette technique du politique, et qui est là pour que, quand il y a un problème, que ce soit la propreté, que ce soit autre chose, pour lever l'obstacle, parce qu'il assiste au conseil de quartier, et il est le lien entre ce qui décide le conseil et les services de la ville. Et on n'attendra pas 1 mois, 2 mois, 3 mois sur le quotidien. Mais en même temps, si les conseils de quartier ne seraient là que pour approuver ce que nous on fait, on n'ira pas loin en matière de démocratie participative. Parce que s'ils ont été créés, et dans l'esprit de Martine Aubry depuis 2001, c'est pour qu'ils soient aussi un peu un lieu non seulement de réflexion, mais d'impulsion et d'ajustement aussi des politiques municipales. Et ça, c'est très important, parce que s'il s'agissait qu'à nous, élus à la ville, de gérer toute la vie des quartiers, ça aurait été facile. Mais à côté du conseil de quartier, on a aussi les ateliers urbains de proximité qu'on a déclinés parce que sur les grands projets, il faut l'avis de toute la population, pas simplement des conseils de quartier. Et puis la politique associative, à Lille, Martine a souhaité que l'élu en charge de la démocratie participative, de la coordination des quartiers, soit le même qui a la politique de la ville. Ce qui fait que ça me facilite la tâche aussi d'avoir un regard transversal, non seulement sur le quotidien, non seulement sur la politique associative, mais aussi sur les grands projets urbains comme Europe. Alors, tout ça, mis l'un à côté de l'autre, aboutit à ce que la démocratie locale, je préfère la démocratie locale, parce que c'est de ça qu'il s'agit, puisse fonctionner au mieux à côté des habitants, mais avec les habitants. Que s'installe, que tout peut être débattu, on n'a pas de problème de pouvoir, en sachant aussi, il ne faut pas non plus, on le dit aux habitants, la décision finale, elle revient bien aux élus. Ça, c'est important aussi. La décision finale, c'est d'avoir vraiment leur avis. Et attention, dans les conseils de quartier, il peut y avoir des consultations d'information. Ensuite, après, on peut avoir vraiment de la concertation, de la coproduction. Et là, c'est autre chose aussi. Mais des moments, il peut y avoir, je ne sais pas, si demain, il y a un exemple, si demain, on va installer un lieu de culte, voilà, on y va vers les habitants, on leur présente le projet, donne leur avis,
Mais bon, la décision, c'est qu'il va l'avoir. Mais simplement, c'est comment le lieu de culte vit dans le quartier, comment ça va se passer, et qui ont l'information et qui donnent un peu leur avis sur leur inquiétude. Je veux dire, voilà. Mais je crois que ce qui est important de dire, à partir du moment qu'on a lancé cette démocratie participative, je crois qu'il n'y a plus lieu de pouvoir. Je crois qu'il y a vraiment d'être honnête avec les habitants, d'être très clair et d'avoir une clarté sur le débat. Oui, c'est une question très politique. Moi, je vais y donner une réponse technique. C'est qu'en fait, il s'agit d'outiller les habitants pour permettre justement que le contre-pouvoir, entre guillemets, s'exprime et permettre à chacun de s'exprimer. Donc ça, c'est un peu ça, le conseil de quartier est un peu au centre de ce processus-là qu'on essaie de faire, mais il y a d'autres, entre autres le fonds de participation des habitants, qui est aussi un des outils à mettre à disposition des habitants qui veulent s'emparer de la question publique. Donc voilà, je pense que c'est ça qui est un peu au cœur aussi de cette démarche. Oui, Dana. Oui, moi je voulais ajouter quelque chose dans la clarté. Nous n'avons pas gagné les élections au mois de mars pour le lendemain installer nous-mêmes le contre-pouvoir dans les quartiers. Nous avons gagné les élections pour appliquer un programme municipal sur lequel les Lillois ont voté et l'ont approuvé massivement. Maintenant, qu'il y ait à l'intérieur des quartiers, à l'intérieur des habitants, des réticences, même parmi les gens qui ont voté pour l'islam, c'est normal. Et le but de cette démocratie locale, on se trompe, on peut se tromper, c'est d'ajuster, de continuer à ajuster, mais d'appliquer le programme pour lequel les Lillois, ils ont voté pour nous, quoi. On peut faire une petite synthèse également, puisque je passe en dernier, donc j'ai entendu... Ben, vous avez synthétisé, et qu'est-ce que de voir un peu ce qui semble commun et différent. On retrouve des similitudes. On a parlé des actions au quotidien, des problèmes de crotte de chien. C'est vrai que nous aussi, il y a le VAR du 9-DASC réactif avec un numéro de téléphone qui permet de régler ces problèmes immédiats et quotidiens, ce que l'on retrouve ailleurs également, parce que faut dire qu'on ne travaille pas en donc une distance avec le quotidien hyper donc, quotidien. Il y a ce quotidien qui est traité un peu partout. Ensuite, pour l'idée, effectivement, contribuer à l'information, on se rend bien compte qu'il y a à la fois une information descendante et ascendante, et on l'a bien vu, c'est-à-dire que du haut, on donne des informations, c'est d'arriver, et on le disait précédemment dans l'autre débat, de donner le maximum d'informations aux citoyens, donc mise à disposition des documents, des délibérations. Donc il y a cet aspect descendant du haut vers le bas où on donne aux habitants un certain nombre d'informations pour leur permettre effectivement de donner des avis et d'agir sur les décisions. Et donc il y a un côté là remontant, ascendant. Mais il y a aussi, et je crois qu'on l'a peut-être, mais je ne sais pas si... Bon, la possibilité de proposer, c'est marqué là derrière, proposer des projets et donc initier des actions d'intérêt général, c'est-à-dire que les citoyens, le conseil de quartier, peut proposer et faire remonter des actions, des propositions qui seront analysées donc, par les adjoints, d'abord les adjoints de secteur, par les services et éventuellement par le conseil municipal. Donc on retrouve cet aspect ascendant-descendant un peu partout. Je voulais revenir un peu sur le rôle justement des conseillers de quartier par rapport à ce que j'ai entendu notamment peut-être sur l'île. L'idée, bon, effectivement, ce ne sont pas des chambres d'enregistrement, mais il ne faut peut-être pas non plus créer un échelon supplémentaire qui va prendre des décisions. C'est-à-dire que je pense pour nous que le conseil de quartier et les conseillers de quartier sont là non pas pour travailler, je dirais, en vase clos dans un monde fermé, mais pour être le relais vis-à-vis des citoyens, des habitants, et pour faire circuler l'information, ce que doit faire aussi la municipalité par des outils comme la tribune, par la mise à disposition sur le site, mais ça n'est pas le conseil de quartier seul, c'est-à-dire il est là en tant que relais vers les citoyens, en tant qu'aide à la décision. À la question de Madame sur les antennes relais, sans s'y appesantir. Alors oui, là aussi, on a aussi sur l'île 9-DASC, on a des spécialistes, je ne sais pas si M. Varantier dans la salle, il était là, enfin je l'ai vu au début, qui pourrait nous parler en long, en large, en travers des antennes relais,
qui est un spécialiste et qui est conseiller de quartier. Et donc, alors, comment contribuer au débat, comment ne pas faire de la polémique pour de la polémique, comment ne pas bloquer toute installation, enfin comment... Oui, alors c'est là où il faut, et bon, je dirais que le problème est plus pris par Mohamed Benabou qui était là dans la table ronde précédente. L'idée d'un comité scientifique qui vient exposer l'état des connaissances. Un groupe de travail, effectivement, avec donc des citoyens qui eux aussi sont informés et qui ont des éléments à apporter. Mais après, toujours la difficulté, comme on le disait, ben oui, on n'en veut pas devant chez soi, mais le téléphone portable, on en a besoin, la déchetterie, on en a besoin, et donc c'est là le problème. Donc, la notion de formation, est-ce que vous l'avez bien en tête? Alors, la formation, eh bien, justement, c'est l'occasion d'en parler. Dans 15 jours vont se dérouler à Ivry les journées de la démocratie participative, où seront invités un certain nombre d'élus ici, des adjoints de secteur, et aussi les conseillers de quartier, c'est-à-dire qu'on emmène là-bas pour ces 2 jours un conseiller de quartier. On a 7 conseils de quartier, ici sur l'île de Ness, c'est-à-dire on a à peu près un conseil de quartier pour 8 à 10 000 habitants, et donc un conseiller de quartier, donc 7 au total, iront participer là-bas au débat, à des ateliers, ce qu'ils ont déjà fait pour les élus précédents, dans des rencontres qui ont eu lieu il y a 2 ans. Alors, chapitre présent, on va peut-être aller plus vite parce que quelque part, c'est une observation de ce qui se passe. Composition, désignation, on regarde. On prend Roubaix, 70 membres. Cécile, si vous voulez bien un tout petit peu commenter, 3 collèges. Collège des représentants désignés des associations, institutions et entreprises du quartier. Donc ça, c'est des forces vives. Collège de personnes qualifiées désignées, des gens qui sont sans doute d'anciens conseillers municipaux, des présidents d'associations qui ont un petit peu... Non, du tout. Alors, ça, je dis bien, c'est la proposition qui n'est pas encore validée par le conseil municipal, bon, qui évidemment a été discutée avec les conseillers de quartier, donc c'est le fruit d'une concertation avec les conseillers de quartier et avec les élus, mais bon, voilà, il n'y a pas encore de validation officielle par le conseil municipal. Puisque actuellement, il n'y a que les 2 premiers collèges, à savoir les collèges des associations, institutions et entreprises et le collège de personnalités qualifiées. Alors, dans les personnalités qualifiées, il y a un représentant de la commission des populations immigrées, puisqu'il y a une commission de ce type à Roubaix, également un représentant du conseil jeune, et puis toute personne qui est considérée comme qualifiée, par exemple un ancien élu du conseil municipal qui continue à être intéressé et à être vraiment personne ressource sur le quartier, voilà, peut être une personnalité qualifiée. Donc là, pour l'instant, c'est les 2 collèges qui existent. Et l'idée, c'est de créer un 3e collège, un collège d'habitants. Tiré au sort. Voilà, alors on s'est inspiré du système lillois pour une partie, à savoir que le tirage au sort sur liste électorale a paru intéressant à l'équipe municipale, puisqu'il s'agira, puisque ça sera fait en début d'année prochaine, quelque part d'intéresser des gens qui au départ n'auraient peut-être pas pensé à se porter candidat à un conseil de ce type. Mais en même temps, on a aussi l'inconvénient que le tirage au sort sur liste électorale ne permet pas à des gens qui n'ont pas la nationalité française ou qui n'ont pas une nationalité de l'Union européenne d'être tirés au sort. Donc du coup, on fera une sorte de double tirage, c'est-à-dire on va faire un appel à candidature aux personnes de nationalité étrangère à côté du tirage au sort sur liste électorale. Est-ce que quelque part aussi, c'est pour pouvoir avoir la voix des gens qui sont peut-être hors association, hors structure, et qui tout d'un coup, parce qu'on les interpelle, peuvent devenir acteurs quand ils ne... C'est exactement ça. Oui, éviter le côté grande gueule avec des guillemets, et je mets beaucoup de guillemets en expression. Oui, il faut vraiment mettre beaucoup de guillemets, parce que enfin, je veux dire, actuellement, la composition du conseil de quartier est intéressante. Les personnes qui sont présentes sont intéressantes, comme j'ai dit, parce qu'ils ont aussi une qualification particulière et une formation qui, au fur et à mesure de leur vie associative, est intéressante. Mais par ailleurs, là, à côté de ce qu'on appelle parfois les professionnels de la participation, voilà, l'équipe municipale a considéré qu'il était important aussi de faire place à l'habitant lambda. À Tourcoing. À Tourcoing, c'est sur la base du volontariat, c'est-à-dire appel à candidature à tous les Tourquinois. Ça, c'est le premier collège. Et aussi un tirage au sort. On a pris l'exemple de la ville de Lille, de 20%. Il y a des gens qui n'osent pas peut-être franchir la porte du conseil de quartier. Et là, il y aura un tirage au sort. Et simplement, avec la liste,
des gens de la communauté européenne aussi dans le cadre des élections municipales, comme ils peuvent voter. Voilà, c'est-à-dire qu'il y aura 20% et une lettre officielle du maire de les inviter. Voilà, c'est plus solennel. Le deuxième collège, c'est les forces vives, c'est les associations, centres sociaux, écoles, et présidé et animé par un élu. À Lille, Walid-Anna. Facile, 3 tiers, un tiers politique, un tiers politique choisi par les partis politiques en fonction du score qu'ils ont fait pendant les municipales, c'est-à-dire en gros la majorité 67%, le reste l'opposition. Un tiers des forces vives du quartier choisies par le président du conseil du quartier qui est un élu, ça peut être des représentants associatifs, ça peut être des personnalités, un commerçant, un principal du collège. Et puis, nouveauté, un tiers tiré au sort. Ce tiers tiré au sort, nous n'avons pas pu le faire sur la liste des impôts parce qu'il fallait l'accord de la CNIL, ça aurait demandé beaucoup de temps. On l'a fait sur la liste des électorale. Ce qui nous a donné une autre idée, c'est de créer en 2009 un conseil de résidents étrangers à côté, parce que les gens, les Lillois qui ne peuvent pas voter, qui ne peuvent pas participer à tout ça, nous pensons qu'ils peuvent aussi participer à la vie de la cité, et on aura à côté un conseil de résidents étrangers. Alors ça fonctionne par 3 tiers, un représentant de chaque tiers, qui est le bureau, à côté du président du conseil de quartier, pour établir l'ordre du jour et le fonctionnement du conseil de quartier. Entre un début de mandat et la fin de mandat, combien de gens abandonnent parce qu'ils trouvent que c'est trop de temps pris, pas assez d'informations, perte en ligne, parce que déménagement... Honnêtement, autant on a un regard bien précis sur les 2 premiers tiers, on voit une stabilité parce que les gens... Les Lillois désignés par les partis politiques ou les Lillois désignés par le président du conseil du quartier, il y a eu une discussion autant sur le 3e tiers. Pour l'instant, ça fait quand même que quelques mois. Nous faisons un bilan d'ici 1 an. Pour l'instant, ça bouge dans le bon sens. Je voulais juste préciser, en fait, on a mis 70 membres, c'est 70 membres par conseil de quartier. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, puisqu'on crée un 3e collège... 350 Roubaisiens. Il y a 5 conseils de quartier. Bah oui, c'est 155. Mais c'est vrai qu'actuellement, il y a à peu près 35 membres par conseil de quartier. Donc, c'est vrai que là, on va passer, en créant un collège d'habitants, à un plus grand nombre. Villeneuve d'Ascq, on ne revient pas peut-être sur... On en a parlé, André Caudron, Gérard Caudron, décidément. Oui, décidément. Daniel Dubois. L'arrière-pensée de cette désignation à Villeneuve d'Ascq. Oui, alors l'idée, c'est que jusqu'à maintenant, c'était simplement un collège d'habitants, donc qui a évolué au départ en 2002 à partir de 29 personnes à 26 avec la parité homme-femme 13-13 en 2004. Et cette fois-ci, on est sur 2 collèges. Collège de 21 habitants, donc désignés par élection au départ, élections qui n'ont pas eu lieu, on l'a expliqué tout à l'heure, ce qui fait qu'au lieu d'avoir 147 conseillers de quartier, on en a 183, on a pris l'ensemble des bonnes volontés. Et un 2e collège, avec des membres de droit, donc un adjoint de secteur, les élus municipaux du quartier, ce qui fait de la majorité ou de l'opposition, ce qui peut faire de 3-4 à 9 ou 10, et des représentants des associations qui doivent exercer effectivement une activité sur le quartier. Donc ce sont des associations vraiment locales. Les moyens en termes administratifs avec le service vie des quartiers, démocratie locale, c'est-à-dire que là, il y a une structure, des personnes, des chefs de projet qui sont là pour piloter, pour aider. Combien On a 4 responsables pour l'ensemble des 7 conseils de quartier. Ensuite, on a donc les moyens logistiques, effectivement, ils ont à leur disposition la possibilité de photocopier, d'utiliser des ordinateurs, d'avoir un local. Un local permanent ou un local de telle heure à telle heure? Un local dans la mairie de quartier, donc c'est possible. Facilement. Donc il y a moyen de... Et des salles pour se réunir autant de fois que de besoin. Un lieu pour les archives? Oui ou non? Est-ce que c'est eux qui sont les maîtres ou est-ce que ce sont les chargés? Là, le lieu pour les archives, ça peut être conservé en mairie ou c'est conservé par
par les personnes. À la maison, dans le placard. Dans le placard à la maison, mais il y a possibilité de stocker au niveau logistique, il n'y a pas de problème. Mais ils ont en plus je dirais, une très grande autonomie avec possibilité de demander et on répond. Moyen d'information et de communication. Moyen d'information et de communication, il y a effectivement la tribune, il y aura la possibilité sur Internet, et on est en train d'y réfléchir, on va certainement mettre en place avec Mohamed Benabou un comité en prenant un ou deux conseillers de quartier intéressés pour voir comment on peut développer ces moyens informatiques de communication et ensuite les moyens de reprographie offerts, enfin pour tout ça est possible. Bon, je téléphone beaucoup, je fais des photos, j'ai des petits frais, je me déplace, je veux organiser un déplacement à 15 km ou à 150, est-ce que je peux avoir un petit peu d'argent? Oui, alors là ça passera par l'agent de secteur qui est présent au conseil de quartier et il peut y avoir des demandes dans une limite raisonnable effectivement, mais on peut sur des points importants dégager des crédits pour des visites, pour des déplacements éventuellement. Vous êtes vigilant sur les horaires des réunions pour vous adapter à ceux qui travaillent, ceux qui se lèvent tôt, ceux qui se couchent tôt? Il n'y a jamais de bon horaire. Bon, il y a d'abord les réunions du conseil de quartier ont lieu le soir, 18h30, 19h. Elles finissent à l'heure? Jusque normalement 20h30, 21h, mais ça peut effectivement déborder. Et ensuite, eh bien, il peut y avoir des réunions thématiques à l'initiative des conseils de quartier. Il y a une très grande autonomie, très grande souplesse. Je veux mener une étude spécifique, j'ai besoin d'avoir un consultant qui vienne peut-être me faire une séance d'1 heure de formation. C'est pris en charge par... Alors, sur demande. Sur demande et sur décision. Et études, effectivement. Mais il n'y a pas de budget propre attribué à chaque conseil de quartier. Alors, Gilles Achiba pour Tourcoing. Nous, sur Tourcoing, je ne sais pas quand vous parlez des moyens au niveau du service, ils ont tous les moyens. Pour nous, c'est une priorité. Alors, nous donnons tous les moyens au service. Ensuite, sur les conseils de quartier, il y a un budget de 100 000 € par an qui sont à leur disposition sur des aménagements, sur des propositions. Voilà, ils travaillent, il y a un groupe qui travaille à chaque fois pour faire des propositions et c'est validé au conseil municipal. Quelles sont les dépenses, très concrètement? Les dépenses, quand vous dites... 200 000 €, c'est quoi? 200 000 €, c'est beaucoup, c'est sur l'investissement. Je ne parle pas de tout ce qui est animation, c'est autre chose, c'est notre enveloppe. C'est tout ce qui est... ça peut être des poubelles, ça peut être des bancs, ça peut être un aménagement. Voilà, c'est vraiment des choses, mais sur l'investissement. Roubaix? Oui, pour rajouter quelque chose par rapport à ce qui vient d'être dit, à Roubaix, il va y avoir la création d'un fonds d'expertise. Donc l'idée étant de permettre aux conseillers de quartier d'avoir vraiment des moyens financiers pour faire des expertises sur des questions relatives au quartier. Vous avez une enveloppe, vous avez un chiffre? Voilà. Alors le chiffre est justement pas encore à nouveau passé au conseil municipal. Mais en l'occurrence, je pense qu'on va commencer sur un chiffre moindre que 200 000 €. Je pense qu'on va plutôt tourner autour de 50 000. Mais eux, c'est bien pour des investissements. Vous, c'est plutôt des études. Oui, c'est ça. C'est plus des études, c'est plus de l'expertise. Tout ça parce que, en fait, et aussi l'idée, c'est que le fonds de participation des habitants, donc qui est financé par la région et également par la ville, est aussi un outil à destination de l'ensemble des habitants, mais les conseillers de quartier sont concernés aussi. Et donc c'est au vu de la difficulté parfois de financer des expertises parce que le montant disponible sur le FPH est trop faible pour permettre certaines expertises. Moyen de communication, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire pour l'instant pas. C'est aussi un projet, c'est vraiment quelque chose qu'on doit pouvoir améliorer sur l'ensemble des conseils, puisque pour l'instant, les moyens de communication n'existent pas vraiment de façon globale sur l'ensemble des conseils. Actuellement, en fait, les moyens de communication sont mis à disposition des comités de quartier.
Donc les comités de quartier, je rappelle, c'est des associations qui sont au nombre de 15 sur la ville. Et eux, pour certains d'entre eux, en tout cas, ils développent des actions de communication. Alors évidemment, il y a le comité de quartier de Lomley qui est là ce matin, qui était là lors de la table ronde, entre autres leur blog, mais également ils ont d'autres moyens de communication. Et d'autres comités de quartier développent des journaux de quartier, etc. Donc là, c'est ce qui existe pour l'instant. Et là, on voudrait, de façon aussi plus globale sur l'ensemble des conseils, en l'occurrence, donner des moyens de communication à tous. Sur l'île, c'est peut-être là un peu la petite différence. Je ne veux pas casser la baraque à Daniel tout de suite. Les conseils de quartier chez nous ont un budget négocié par le président du conseil de quartier avec moi et l'adjoint aux finances. Investissement comme fonctionnement de plusieurs milliers d'euros. Ça dépend des quartiers. Le conseil de quartier chez nous, il gère toutes les structures qui existent dans le quartier, centres sociaux, écoles, crèches, halte garderie en matière d'investissement. C'est géré par le conseil de quartier. Et puis il y a le fonctionnement. Le fonctionnement aussi, c'est un budget important. J'entends par fonctionnement la vie associative, le financement des actions menées par les associations du quartier, l'animation, enfin tout ce qui touche à la vie du quartier. Est-ce que vous pouvez préciser quand vous dites gestion des centres sociaux, etc., des gardes? Non, je veux dire, demain il faut changer, je ne sais pas moi, les toitures d'un centre social, c'est le quartier qui le fait, c'est pas la mairie centrale en gros. C'est sur son budget. Donc, c'est sur le budget. Tout ça c'est négocié entre le service technique, le président du conseil de quartier, moi à la coordination des quartiers et l'adjoint aux finances en début d'année. Et là on est en pleine négociation financière et chaque quartier a un budget important en fonction de la taille du quartier évidemment, du nombre d'habitants. Mais ça peut aller, ça dépasse largement le 300 à 400 000 euros par quartier, que ce soit en investissement ou en fonctionnement. Cécile est étonnée. Oui, je suis étonnée parce que là, ce sont les mairies de quartier qui gèrent ça. Non, alors, c'est ce que je voulais. En fait, la décentralisation à Lille, depuis 1978, a quand même franchi plusieurs barrières. Un quartier, c'est administrativement la secrétaire de mairie ou le directeur de la mairie de quartier, et le président du conseil du quartier, c'est-à-dire le DGS et l'élu. Et ça, c'est géré par l'élu et le technicien décline la politique de l'élu. Je schématise, mais c'est ça. Oui, mais à Roubaix, c'est la même chose, sauf qu'en l'occurrence, là, on parle des moyens donnés aux conseillers de quartier. Donc là, vous dites que les conseillers de quartier, je reprends les termes que vous avez utilisés, puisqu'on parle de moyens mis à disposition, là, vous dites que, par exemple, le conseil de quartier gère les centres sociaux et c'est lui qui décide le financement Non, ne gère pas. En tout cas, moi, c'est en investissement. Enfin, je veux bien préciser. En début d'année, le président du conseil de quartier propose, après négociation avec l'adjoint aux finances, propose au conseil de quartier son budget. La partie investissement concerne tous les bâtiments publics municipaux dans son quartier. Ça, c'est énorme. Ça peut être, quand je dis centre social, ça peut être la toiture d'un centre social que les services techniques lui ont dit il faut la changer. Mais donc c'est bien le président du conseil. Et le président du conseil est un élu. Donc c'est bien. En fait, c'est le maire de quartier, entre guillemets. En fait, oui. Non, mais je veux juste. Je réexplique. La différence, parce que c'est pas. C'est tout à fait normal. Ah mais je dis pas que c'est. Mais simplement pour cause. J'ai l'impression qu'on parle pas des mêmes choses. On a parlé des moyens mis à disposition des habitants. C'est pas exactement la même chose que de soumettre un budget. Si vous voulez, excusez-moi, je vous interromps, mais à Roubaix aussi. D'ailleurs, on doit aussi faire des progressions là-dessus. Mais en tout cas, dans certains conseils de quartier de façon systématique, le maire de quartier qui préside le conseil présente son budget de quartier. Donc en effet, en début d'année, il présente ses projets et en fin d'année, il présente la réalisation, le pourquoi, le comment, combien ça a coûté, quel impact ça a eu, quel retard ça a eu, etc. Donc ça c'est une chose en effet à l'échelle de la mairie de quartier. Mais après, c'est un autre niveau que de dire qu'est-ce qu'on met concrètement à la disposition des habitants qui sont là, qui ont envie de prendre part à la vie publique. Et donc c'est pour ça qu'on parle de moyens de communication, qu'on parle éventuellement de budget d'investissement qui est vraiment conçu et pensé par les conseillers eux-mêmes. Donc c'est pas la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit, à Lille, les conseils de quartier ne sont pas une chambre d'enregistrement, ils ont un vrai pouvoir décisionnel qui concerne la vie du quartier, que ce soit en matière d'investissement, en matière de fonctionnement. Depuis quand même les années 80, nous avons franchi plusieurs étapes. Quel est le budget dont les habitants peuvent bénéficier c'est le budget. Attendez, la crèche, c'est pour les habitants. Le centre social, c'est pour les habitants. Le budget de fonctionnement, l'animation de la communauté. Enfin, les associations, c'est les habitants.
voyez, nous, on n'a pas de comité d'habitants. Les associations du quartier, c'est les habitants. Donc, le président un club sportif, c'est les habitants. Donc, le président du conseil de quartier a un budget global. Voilà. Alors, il y a de l'investissement et des choix sont faits par quartier de rénover ou la crèche, voilà, ou le stade de foot, ou la salle de sport. Ce qui est important de dire, ce sont les conseillers de quartier qui sont dans la salle, mais qui sont lillois, qui décident et qui participent à l'élaboration non seulement du budget, mais de la déclinaison du budget. D'où le rôle de conseiller de quartier chez nous. Mais c'est... Mais si, mais bien sûr que si, mais c'est pour ça. Attendez. Mais Attendez, il y a les associations d'habitants, il y a les associations d'habitants qui sont nombreuses, il y a le conseil de quartier à Lille. Nous avons fait le choix que le président du conseil de quartier soit un élu, mais que la composition du conseil de quartier, elle est faite telle que je vous l'ai expliqué là. Oui. Opposition comprise. Il semble qu'il y ait une différence un peu par rapport aux autres... De la démocratie locale, oui. Oui, oui. 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 Daniel Dubois. Juste pour un... Mais madame, c'est le conseil de quartier qui vote. Mais ce sont... Attendez, on va vous donner le micro. Non, mais ce sont des habitants. Mais non, mais ce sont des habitants. Oui, non, mais je crois qu'on parle de deux niveaux, en fait, qui existent partout, qui existent dans toutes les mairies. Les conseillers de quartier, c'est des habitants qui votent, ils ont leur point... On vote par majorité, aucune dérive ne passe s'il n'y a pas un vote. Daniel Dubois. Oui, je voudrais revenir un peu sur le fonctionnement de Lille. Villeneuvois ou Lille. Non, de Lille par rapport à ce que je viens d'entendre, parce que Monsieur Ada avait l'impression qu'il allait m'épater. Moi, en disant, je pense qu'on ne fonctionne pas du tout dans cet esprit-là. Là, je vois un peu à Lille l'esprit Porto Alegre, cher à une certaine frange de l'extrême gauche, c'est-à-dire de donner un budget. C'est ça la démocratie participative, l'expérience de Porto Alegre. C'est-à-dire que de donner un budget à un quartier, et ensuite c'est le quartier, j'ai peur d'avoir compris ça, c'est le quartier qui fait des choix, d'après ce que vient de dire Luc Hospier, c'est-à-dire que vous avez une certaine somme, vous voulez ça ou ça, eh bien il faut choisir, mais vous ne pouvez pas avoir l'argent, le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous voulez une crèche... Il y a des choix qu'ils ont fait. Ou un centre de... Il y a des choix. Non, mais je l'ai compris comme ça, et je pense que ça a été aussi ressenti comme ça dans la salle. Donc à Villeneuve d'Ascq, justement, il n'y a pas de budget propre, et on l'a dit dès le début, ce sont les élus qui prennent les décisions, qui sont responsables devant les citoyens. Et si des erreurs sont commises, eh bien, ils en subiront les conséquences éventuellement aux prochaines élections, mais ce ne sont pas des conseillers de quartier qui, de toute façon, sont élus, mais ne sont pas reconnus, je dirais, officiellement. Et donc, même s'ils étaient élus, il faudrait que la loi soit changée pour avoir à ce moment-là des mini-communes à l'intérieur d'une commune. Donc, je pense que là, c'est un relais, c'est l'idée de faire participer aux décisions, aux propositions, la majorité des gens, et les conseillers de quartier sont là comme élément moteur pour aider à cette concertation, ces échanges, ces allers-retours. Merci.